d'abord, juste en profiter pour vous remercier de l'invitation et de la super belle présentation. De ben, l'idée vient de moi, mais on travaillait de façon très proche avec Mathieu quand on a développé le projet de TOUCF. Mais grosso modo, il y a deux éléments qui sont centrales. On était à cette époque-là, pas au balbutiement, mais on commençait à connaître des grands succès de podcasts américains. Et il y avait le premier podcast de la compagnie qui s'appelle Gimlet, qui s'appelait The Startup. Puis moi, je suis tombé là-dedans. Et c'était un type qui n'avait pas grand-chose dans les mains. C'est-à-dire que lui, il partait d'une start-up de production de podcasts et il faisait un podcast là-dessus. Sauf que la nuance, c'est qu'il le faisait avec une énorme transparence, une énorme honnêteté, puis une énorme vulnérabilité. Et j'ai simplement réalisé que probablement la plus grande production value, donc la plus grande... ce qui peut le plus apporter à ton projet, c'est la transparence. Et en même temps, avec Mathieu, on démarrait le projet avec Raed de podcast, donc le projet TOUCF, Raed qui est comme notre porteur de quête. Puis il y avait différents challenges, mais un de ces challenges-là, c'est que de un, on vivait toutes sortes d'émotions, puis on était confronté à toutes sortes d'obstacles, puis on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Alors, l'aspect de transparence et vulnérabilité, on l'avait. Et l'autre aspect, c'est que moi et Mathieu, on faisait beaucoup de recherches de notre côté. Et Raed, lui, on faisait du sien, mais il était un petit peu moins à temps plein avec nous sur le travail de petites mains de recherche. Alors, des fois, moi et Mathieu, on vivait des choses, puis je trouvais ça dommage qu'on ne puisse pas le documenter. Puis je me souviens, la première fois qu'on a fait ça, je crois, Mathieu, qui est un recherchiste extraordinaire, avait trouvé, je pense que c'est quand on avait trouvé des fiches de l'État islamique. Donc, c'est des fiches de membership. Donc, les gens, quand ils rentraient en Syrie, ils remplissaient un formulaire, puis on avait trouvé des fiches de l'État islamique de gens qu'on connaissait. Et j'ai pris simplement mon cellulaire, puis je l'ai pesé sur record parce que je n'étais pas capable de m'empêcher de documenter ça. Et je pense qu'on a fait ça pendant 2 ou 3 mois jusqu'au moment où j'ai dit Mathieu, j'enregistre plein d'affaires, on devrait faire un podcast là-dessus. Puis après ça, ça s'est fait hyper organiquement. Le diffuseur a trouvé ça intriguant comme démarche. Moi puis Mathieu, je pense que Mathieu consommait du podcast aussi, fait qu'il était sensible au potentiel. Puis après ça, Inch'Allah, comme on dit, on s'est lancé là, tu sais. Oh oui, oui, je me souviens du moment où Gabriel m'a appelé un peu penaud pour m'avouer que ça faisait plusieurs mois qu'il enregistrait, mais en cachette. Mais je me souviens pas, j'ai trouvé ça, il fallait du flair en fait, ou de l'intuition. C'est en réécoutant ce que cette cachette donne en termes de naturel dans nos échanges. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est enregistré, on perd tout ce naturel, mais tout le temps que j'ai été dans le noir, je pense qu'on avait... il fallait une belle intuition, en tout cas, pour commencer à enregistrer comme ça.
dans les poussières de Daesh. C'est une belle façon de différencier les deux projets. Effectivement, mais c'est un concours de circonstances. C'est comme une espèce de pente un peu glissante dans laquelle on s'est engagé, moi et Mathieu. C'est qu'on a commencé, à cette époque-là, moi et Mathieu, on se connaissait, on était un peu périphériques dans une compagnie, on faisait chacun un peu nos projets. Ou peut-être on travaillait ensemble, je me souviens même plus. Puis moi, j'étais intrigué par ce sujet-là. Mathieu, j'avais une opportunité avec quelqu'un. Mathieu a eu cette autre opportunité-là qui commençait avec Raed. Et à partir de ce moment-là, on a passé peut-être un an à travailler avec Raed pour tisser des liens avec les gens qui connaissaient bien Youssef. Donc, Youssef qui était parti en Syrie. Et quand moi, j'étais assez occupé à tourner le film, Mathieu était vraiment... travaillait très, très fort, un petit peu plus... en avant-garde, là, je dirais, là, pour parler aux gens. Puis il était comme le lien avec la famille de Youssef qui ne voulait pas nous parler au départ. En fait, Mathieu pourrait en parler longtemps, mais je pense que ça a pris 8 ou 10 mois avant que Leila, la sœur de Youssef, qui avait accepté de nous parler, d'échanger, d'être dans notre réseau, en sachant qu'on faisait un film sur son frère, mais ça a pris 7 ou 8 mois avant de faire le film. Puis je pense que ces mois-là ont permis surtout à Mathieu de tisser, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui en parle, là, Mathieu, je devrais peut-être embarquer, mais Mathieu a tissé une grande, grande amitié avec Leila en parallèle, qui a fini par accepter de faire le film dans Youssef. Puis quand il y a des événements tragiques qui sont produits, c'est elle qui est venue vers Mathieu d'abord pour dire, parce qu'en fait, Youssef est décédé, et à ce moment-là, elle nous a amené l'idée de faire un deuxième film, parce qu'elle avait vu un peu qu'on avait peut-être bien raconté l'histoire de son frère, mais je pense que Mathieu pourrait en parler. Ça a été là, on fait un film, mais c'était une démarche humaine là, en coulisses. Là. Puis c'est l'impression que cette démarche humaine-là, et bien entendu, elle est complémentaire, ou elle s'imbrique dans l'œuvre globale, mais c'était l'impression que cette démarche humaine, les enjeux, il y a eu de la chicane, il y a eu des craintes, il y a eu des hésitations. C'était l'intuition que Gabriel avait que c'était différemment pertinent, mais certainement pertinent pour que les gens comprennent l'ensemble de ce qu'on avait vécu. Ça a été un peu une surprise pour nous de constater que de parler des difficultés de notre métier, en fait, parce que c'est un peu ça, à certains égards, pouvait intéresser quelqu'un qui n'appartenait pas du tout à cet univers, à ce domaine. Mais on l'a eu, le feedback, à savoir qu'on faisait quand même une enquête, donc je pense qu'il y avait toujours quelque chose d'un peu policier, ou enfin qui pouvait intéresser à peu près n'importe qui, mais par la bande, ils apprenaient énormément à connaître le métier de documentariste. Ça nous a surpris que ça crée une espèce de respect pour notre travail aussi, parce qu'évidemment, on ne cherchait pas du respect, on cherchait juste à complémenter le documentaire, mais on a reçu ce message-là que, je vais dire en québécois, mais que vous le compreniez, c'est ça que vous faites dans la vie. Ah, c'est ça que vous faites. Vous, c'est ça que vous faites. Nous, on voit le film terminé, mais derrière, c'est ce que vous faites. Et donc, on était bien entendu heureux de cette réception-là, surpris mais heureux. Et c'est probablement pourquoi on a décidé de continuer dans la même veine en offrant tout ce qu'on a fait, Gabriel et moi, en documentaire unique. On a produit des podcasts qui les accompagnent parce qu'on trouve que ça complémente merveilleusement bien une œuvre d'auteur. Ah oui, c'est quand ce qui est particulier, par exemple, avec la complémentarité de Youssef, le film et le podcast, puis oui, on raconte un peu c'est quoi la vie de documentariste à travers ça, mais c'est qu'il y avait une petite tempête parfaite, je pense, pour ce type de complémentarité-là avec notre sujet. C'est-à-dire que, il faut le dire, ce film-là commence, entre guillemets, à dater un peu. Je pense qu'on a commencé, Théo Youssef était en 2016. On était on était peut-être 6 mois à 1 an après les plus gros vidéos très violents de ISIS, le Daesh, dont on produisait des vidéos de décapitation, puis on était en plein là-dedans.
Et au Québec, comme en France, puis je ne sais pas si c'est le cas à Tahiti, mais c'est sûr que les enjeux d'immigration, ils existent. Il y a des enjeux d'immigration. On a une grande communauté musulmane au Québec. D'ailleurs, la région de Sherbrooke, où Youssef est installé, une grande communauté musulmane. Alors nous, on allait s'exprimer, on allait déployer un point de vue sur les dynamiques entre communautés culturelles. Puis là, je vous épargne, je ne sais pas comment les Français ont interprété les enjeux de notre fameuse charte de la laïcité. Là. C'était quelques années, je pense, après qu'un de nos gouvernements ait essayé d'établir c'est quoi la charte de la laïcité au Québec. Bref. Et donc, il y avait notre métier, donc l'aspect making of qu'on avait envie de raconter, mais c'est un prétexte pour aborder comment on disait un peu comme ça, Mathieu, comment deux blancs-becs se dépatouillent pour être intelligents à parler d'une communauté musulmane qui, à la fois, s'est merveilleusement bien intégrée au Québec, mais qui en même temps, il y a des éléments très isolés qui sont partis en Syrie, puis qui sont perçus comme des radicaux puis des terroristes. Puis nous, on était déchirés là-dedans. Je pense que c'était aussi la démarche de raconter comment on peut dialoguer, puis comment on peut raconter une histoire intelligemment, de manière nuancée. Tu sais. Et vous avez apporté un contexte, en fait, au film. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais alors, du coup, le podcast, comment est-ce que vous en avez choisi le ton? Parce qu'il y a vraiment un ton particulier, c'est une enquête, il y a du suspense, c'est écrit et c'est très bien écrit. Comment est-ce que vous avez décidé, puisqu'au début vous avez eu cette intuition, vous avez enregistré comme ça les conversations, mais quand vous avez commencé à construire et à écrire le podcast vraiment en cours, pendant le tournage ou relativement tard en fait dans tout le processus, à un moment où Gabriel avait déjà accumulé une grande quantité de contenu, en partie à mon insu, mais il y avait des enregistrements qui avaient eu lieu, mais on était très loin dans le processus de la production du documentaire de Théo Youssef, donc le premier film. Dans le cas du deuxième film, les deux processus ont été enclenchés à peu près en même temps. Mais n'empêche que globalement, on écrit le podcast à la fin de la production du film, généralement. Donc, plus proche de la diffusion. Les deux sont diffusés en même temps. Comme vous dites, de manière à ce que ça devienne un complément d'écoute. Après, pour ce qui est du ton, il y a certainement une volonté de ne pas donner au podcast le même ton que le film. Il y avait cette volonté de, si on est dans la complémentarité, allons sur des terrains sur lesquels on ne va pas pendant le film. Ça peut être de l'émotivité. Il y a une certaine retenue devant la caméra. Évidemment, Gabriel et moi ne sommes pas devant la caméra, mais même pour Léla, qui participe au deuxième film amplement, les moments les plus émotifs des poussières de Daesh, c'est dans le podcast et non devant la caméra. Donc, il y avait une volonté d'aller plus loin. Je pense même à Théo Youssef, où il y a comme un côté enquête ou un côté policier, parce que Raed cherche des réponses. Mais nous, ce qu'on vivait en coulisses, avec l'impression que la police nous écoutait, avec de réelles inquiétudes, on voulait aller encore plus loin donc dans ce ton un peu enquête policière. Donc, on n'est pas complètement à côté, mais certainement plus loin, puis certainement pas exactement au même endroit non plus. J'aurais l'impression qu'on a raté notre coup si ça avait été la même histoire, mais en audio plutôt qu'en film. Je ne sais pas ce que Gabriel en pense, mais pour moi, c'est un peu complémentaire et un peu aussi plus loin. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Cédric, qui est donc réalisateur sonore, comment vous avez travaillé ensemble justement pour c'était notre premier effort de podcast. On n'avait aucune expérience. Là. Puis ça me fait rire quand vous dites que le podcast a été écrit. C'est-à-dire je pense qu'on a été très chanceux sur ce projet-là. Je veux dire, à un moment donné, on fait un film. Fait que c'est très engageant de faire un film. Ça, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Si vous êtes des documentaristes, vous avez l'ambition en parallèle de faire un podcast, c'est sûr que c'est pas facile
c'est faire 2 projets séparés, parallèles, donc c'est assez, c'est très exigeant. C'était à une époque justement où on n'avait pas d'enfants encore. Mais un moment donné, moi j'ai cligné les yeux, on était rendu en post-prod, il fallait commencer à faire le film, il fallait commencer à faire le podcast. On n'avait jamais fait ça, puis j'avais des centaines d'heures d'enregistrer, mais littéralement parce que des fois on avait des meetings de 2 heures que j'enregistrais tout. Fait que on s'était trouvé une stagiaire qui a fait de son mieux pour faire des genres de verbatim. Elle a fait ce qu'elle a pu. À partir de ce moment-là, Cédric, qui, je pense, à l'époque, n'avait pas une grande expérience non plus de podcast, mais il y a une grande expérience de conception sonore. Ben, je pense qu'on a commencé à dire, c'est venu de lui. C'est de dire, raconte-moi ce qui s'est passé. Et puis à partir de ce moment-là, le ton, donc, comme vous parliez, il est très raconté, il est très... on revient, puis on est allé hyper subjectif dans la mesure où on parlait de ce qu'on avait vécu, des enjeux qui nous avaient comme marqué. Puis fait qu'à partir de ce moment-là, ça a installé un aspect très racontage, conteur d'une histoire, dans laquelle on parlait de nos dynamiques avec Mathieu, avec Raed, qui était notre porteur de quête dans le film. Et à partir de ce moment-là, quand on avait à réécrire des bouts par la suite pour venir un peu lier nos affaires, là, on se disait, on l'écrit très dit. On l'écrit où on le sort comme le plus naturellement possible. Fait que c'est comme un jeu. Je me souviens, à cette époque-là, je commençais à avoir des enfants, puis je lisais des histoires à mes enfants, puis je me souviens que mon élocution ou ma façon de raconter des histoires à mes enfants, c'était amélioré parce que j'essayais d'être naturel, mais en même temps d'avoir une diction le plus exemplaire possible. Fait que c'est comme ça que ça s'est établi, puis en avançant, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même écrire un petit peu, puis rapidement, on s'est dit qu'il fallait avoir des analogies, d'avoir une espèce d'idée maîtresse dans chaque épisode qui était un peu une comparaison avec quelque chose d'imagé. Puis on essayait de varier d'épisode en épisode, mais ça a été un peu... Puis je me souviens, on commençait le montage, puis le montage fait partie du podcast. Fait qu'à un moment donné, on ne savait pas où on s'en allait, on bâtissait un épisode, on essayait de créer une analogie, puis l'épisode suivant, on savait qu'on en avait 8 à faire. Puis quand on commençait un autre épisode, on se disait, bon, OK, là, on a fait ça. Je me souviens, à l'épisode 5, on s'est dit, hey, on commence le show, c'est Mathieu qui... On prenait le point de vue de Mathieu pendant que nous, on était en tournage, tu sais. Puis là, tu t'en souviens? Tu sais, où est-ce que là, puis ça nous permettait de donner le crachoir à Mathieu, puis ça nous permettait aussi de varier la forme, tu sais. Fait que ça pour dire que... en tout cas, il ne faut pas penser que ça a été conceptualisé comme un gros truc avant qu'on commence. Ça s'est fait petit bout par petit bout, au fur et à mesure, je dirais. C'était de l'artisanat. Absolument. C'était de l'artisanat, oui. Absolument. Et puis le point de vue de Cédric, qui ne participe pas donc à la production du film, mais arrive à un certain... Cédric amène un recul. C'est-à-dire qu'il connaît l'histoire, bien entendu, parce qu'on la lui communique, mais il écoute ce qu'on a enregistré et il nous livre ses impressions avec le recul du concepteur sonore qui n'a pas été en tournage, qui n'a pas fait la recherche, qui n'est pas impliqué, comme Gabriel et moi le sommes, dans la production du film. Et je pense que, d'une part, on est tombé sur un trio qui se complémentait bien, mais il y avait non seulement une intuition pour le son, mais aussi avec son recul, ce qui l'a frappé dans ce qu'il entendait, en fait. Donc, il ajoutait sa couche personnelle à ce qu'il considérait comme étant les choses qui se démarquaient dans tout ce qu'il avait entendu. Et on parle de milliers d'heures mettons 1 millier d'heures, peut-être pas des milliers d'heures. Là. De milliers, pas de... mais on parle de 1000 heures d'enregistrement, donc il fallait avoir ce recul-là. Gabriel et moi, on était le nez dedans. Cédric arrive tardivement, mais avec donc ce recul qui était salvateur pour un projet qui, parce qu'il était tant intuitif, peut-être même naïf, aurait pu être très, très compliqué. Mais à 3, on s'en sort de manière assez artisanale. Mais voilà, ça fonctionne. Vous avez prévenu les protagonistes, donc Leïla, Raed, parce qu'il y a aussi des conversations donc, téléphoniques qui sont enregistrées, il y a des messages vocaux.
À un moment donné, vous leur avez dit, voilà, on va faire un podcast, on va tout enregistrer? Ou est-ce que... Je me souviens pas comment ça s'est décidé. Mais tu sais, je pense que oui, à un moment donné, on a pris pour acquis qu'on allait faire un podcast. Puis je pense que à partir de ce moment-là, on n'a pas, tu sais, on blague avec l'aspect enregistrant cachette, mais à un moment donné, tu sais, tout le monde me voyait, là, tu sais, je partais mon cellulaire, je le mettais sur la table, puis les gens avaient comme un peu accepté le modus operandi, mais fait qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr que je pense que j'ai fini par dire, écoute, ouais, ça se peut que tout soit enregistré, fait que les gens, des fois, ils entendaient, quand j'ai fait des appels téléphoniques, ils entendaient un petit boop-boop qui était mon application d'enregistrement d'appels. Ma blonde aussi. Mais c'est ça qui est fun avec le podcast, c'est que c'est pour ça que s'il y a des gens qui écoutent la conversation, puis moi j'encourage vraiment les gens à le faire parce qu'il y a comme il y a quelqu'un qui m'a déjà dit faire un podcast, c'est comme écrire un roman. Il y a une grande liberté parce que t'es pas contraint par l'image. T'es pas. Tu peux. Puis l'aspect écrit est très lié. Fait, pas qu'il est très lié, mais c'est-à-dire que tu n'as pas le choix dans le podcast d'avoir une narration. Alors, tu as accès à de la poésie, tu as accès à de la reconstruction de moments que tu n'as pas la possibilité de faire en film. Tu sais, je vais donner un exemple. Là, dans un autre projet, j'ai déjà pris genre 3 ou 4 moments pour n'en faire qu'un. Parce que tu peux vraiment... C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste d'arriver à tes fins. Tu as beaucoup plus de possibilités d'aller chercher des moments différemment. Fait qu'après ça, je pense que les gens m'ont fait confiance. Puis je leur ai dit, ça se peut que j'enregistre tout parce que tout est potentiellement, tout est quelque chose qu'on vit, puis c'était ça notre matière première. Fait que les gens l'ont accepté, puis dans certains cas, ils ont développé un réflexe, là, parce que moi, je me souviens d'entendre dans des conversations, est-ce que tu enregistres maintenant? Et si on disait non, on avait la propension à demander, est-ce que je devrais enregistrer? Est-ce que tu vas me dire quelque chose d'important? Et des fois, c'est Leila ou Raed pouvaient nous dire quelque chose comme, c'est mieux que tu n'enregistres pas. Donc, c'est devenu organique. Dans le plutôt à part, des fois c'est Mathieu. Des fois Leila m'appelait, je dis OK, enregistre ça, je ne vais pas te dire. Ou des fois, Mathieu, on se parlait comme t'enregistres-tu toi? Ouais. Il me disait toi? Ouais. Je pense que toute l'équipe est prêtée au jeu à un moment donné aussi, d'embarquer dans cette documentation absolue de ce qu'on faisait. Là. Mais il y a un moment où on entend d'ailleurs, on le dira pas dans le film, on le dira dans le podcast. Qu'est-ce que vous avez mis justement dans le podcast que vous n'avez pas mis dans le film et qui vous paraissait important d'avoir parce que finalement. Mais c'est toujours le. Tu sais, historiquement, je sais pas, encore une fois, je m'adresse peut-être à des gens qui travaillent en cinéma ou en documentaire. Puis, tu sais, à une époque, on voulait faire on a voulu faire des produits numériques complémentaires depuis le début d'Internet. Puis, il y a eu différentes ères. À une époque, on faisait des jeux vidéo en lien avec des émissions de télé. À une époque, on faisait des expériences immersives. À une autre époque, c'était un peu le désert. On mettait ce qui n'avait pas fité dans le film, on le mettait sur le web, un peu comme en complément, mais on n'avait pas beaucoup de ressources. Là, on avait envie vraiment de trucs qui se complètent. Fait que c'est sûr que les choix étaient... Tu sais, c'est parce que l'histoire déchirante, même moi, quand je fais des films, des fois, j'ai l'impression que l'histoire de la production est aussi importante que l'histoire du film. Mais tu sais, je donne un exemple, tu sais, ça aurait été le fun d'avoir telle ou telle personne. Je sais pas, en fait, parce que c'est une belle histoire, tu sais, de comment on a trouvé les fiches, par exemple. Oui. Les fiches de l'État islamique, c'est une très, très belle histoire que Mathieu peut raconter, mais qui est tellement incarnée dans la démarche de Mathieu, qui a fait beaucoup de recherches, qu'on n'aurait pas pu, ça aurait été malhonnête de la mettre en scène pour la transposer dans le film. Dans le film, les fiches sont là, et elles jouent leur rôle. Quand je parle des fiches, donc les memberships de l'État islamique. Mais c'est Mathieu pourrait raconter l'histoire, mais c'est une formidable histoire qui parle à la fois du conflit lui-même, qui parle
qui implante qui amène le Québec concrètement sur papier en Syrie, mais qui ne rentre pas dans le film du tout, tu sais. Mais moi, Jean-Claude Mathieu raconte l'histoire, c'est quand même une belle histoire. Oui, c'est peut-être un contraste entre ce qui appartient à la grande histoire puis l'autre à la petite histoire, mais donc ces fiches de l'État islamique sont remplies par les gens qui entrent en Syrie au début de l'État islamique, parce que je ne pense pas que ça soit resté comme système. Et donc, on suit les traces de Youssef, mais aussi deux amis. Et on connaît l'existence ou le concept de fiche de l'État islamique. Et on aimerait bien trouver celles qui concernent les gens sur lesquels on fait nos recherches. Et on discute avec des journalistes qui sont en Turquie ou qui sont là-bas. Et par truchement d'individus, on se met à jaser avec quelqu'un qui est syrien, qui nous raconte qu'un de ses amis a fui l'État islamique parce que c'était plutôt un espion qu'un membre de l'État islamique, et qu'il a apporté avec lui une clé USB contenant les fiches de l'État islamique. Puis là, il nous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Puis nous, on dit on veut comprendre. Et puis, à un certain moment donné, par une tierce personne, on reçoit les documents par courriel. Et puis là, on voit ce qu'on imagine depuis le début, mais c'est comme la preuve papier du fait que les trois personnes qu'on cherche sont là-bas et avaient l'intention d'y aller et tout ça. Donc, non, mais Mathieu, parce que maintenant, si tu lui offres de l'argent, il refuse l'argent parce qu'il dit, genre, si entre le journaliste bien intentionné, on se met à monnayer ce genre d'informations-là, ben, il dit une affaire, genre, l'humanité est dans des... Mais bref, ce qu'on a vécu, Gabriel et moi, en recherchant ces fiches-là, ne contribue pas à la compréhension de ce qui est arrivé à la fiche peut permettre de comprendre ce qui s'est passé avec Youssef, avec Samir et avec Zach, mais le processus pour les obtenir nous semble appartenir naturellement au podcast parce que c'est la petite histoire de la fiche, puis la fiche a sa place dans la grande histoire, mais pas comment on l'a obtenue. Vous avez fait un double boulot en fait. Finalement, c'est deux documentaires. C'est un documentaire sonore et un documentaire filmé, puisque le podcast en lui-même, c'est un documentaire. Absolument. Puis il ne faut pas négliger que c'est 8 épisodes, c'est plus de 3 heures de contenu, là, si je ne m'abuse. Quand on tourne, je ne sais pas, 20 jours, 1000 heures de contenu pour faire une série documentaire, comparé à 20 jours de tournage pour faire un documentaire. Alors non seulement, oui, c'est du documentaire parce qu'on a documenté d'autres aspects de l'histoire ou notre travail, dépendamment de quel film on parle, mais c'est un énorme travail documentaire, plus gros que le travail qu'on a mis derrière le film. Les deux sont organiques, les deux avancent en même temps, mais je suis parfaitement d'accord. Ça relève du documentaire. C'est juste que le micro n'est pas porté vers les mêmes personnes que la caméra dans le film. Ou pas de la même manière. Moi, j'ai l'impression que ça... On a eu de la chance, encore une fois, parce que on était capable de faire un making-of qui avait une portée, je pense, sociale. Qui parlait de la géopolitique un peu internationale de manière un petit peu plus de façon un peu plus moins en surface, qui parlait d'enjeux locaux comme je parlais au niveau de l'immigration, ne serait-ce que de partager le fait que quand moi j'ai rencontré Raël, qui est notre porteur de quête, moi c'est la première fois que je passais autant de temps avec un membre de la communauté musulmane, puis c'est juste que je connaissais pas cette culture-là, puis la dynamique était le fun à raconter, t'sais. Mais c'est sûr qu'on a eu de la chance parce qu'on était en exploration. À la fois, on était en exploration à savoir t'es où Youssef, qu'est-ce qui se passe de ça, exploration de c'est quoi l'État islamique, exploration de Raed, de qu'est-ce qui s'est passé avec son ami. Mais l'équipe de production était en exploration aussi d'une histoire. C'est drôle parce que quand on a fait Poussière de Daesh, qui est le deuxième film, on avait une grande proximité avec Leila, qui est notre personnage principal, sort de Youssef, qui nous amène voir les survivants
de Daesh et d'explorer cette thématique-là sans vendre de punch. Dans le deuxième film, on s'aperçoit que Youssef est décédé et qu'il avait une petite fille. Au moment où, en fait, Youssef a survécu à l'État islamique jusque dans les derniers mois de l'État islamique. Et donc, il est décédé dans un bombardement et laisse derrière lui sa femme et sa fille. Et je ne sais pas comment Mathieu l'a vécu, mais moi, je me souviens que, d'un, c'était un film très exigeant d'aller en Syrie, essayer de rencontrer la belle-sœur de Leila, qui était la femme de Youssef, et sa fille, parce qu'on essayait de voir pourquoi les gouvernements ne rapatrient pas ces gens-là. Parce que, grosso modo, ben, c'est super compliqué parce que c'est des mariages qui n'ont aucune documentation, c'est des naissances qui n'ont aucune documentation et c'est des décès qui n'ont aucune documentation. Fait que tu as une naissance qui n'existe pas, un décès qui n'existe pas sur papier. Alors, c'est très compliqué pour les pays occidentaux et non occidentaux de rapatrier les enfants qui pourrissent dans les camps encore à ce jour. Et c'est scandaleux. Et donc, on s'est plongé là-dedans, puis je me souviens, le podcast, étant donné ça a été plus difficile à faire le podcast du deuxième film parce qu'on n'avait pas cet aspect découverte-là. Il fallait aller plus loin, il fallait aller dans le plus spécifique, il fallait aller dans le plus intime, personnel. C'est comme si on était tellement proche aussi des personnages qu'il n'y avait plus cette distance-là qui pouvait raconter la rencontre. C'est un peu métaphysique, là, qu'est-ce que je suis en train de raconter, mais Théo Youssef, comme je le répète, il y avait une tempête parfaite. On avait comme une exploration documentaire très particulière, une exploration podcast d'une équipe qui ne savait pas ce qu'il faisait. Fait que tu sais, encore une fois, si j'avais à conseiller quelqu'un, tu sais, je dirais quand même, lancez-vous pas dans on va faire un podcast complémentaire. Ça ne se fait pas tout seul. Ça prend vraiment une bonne distance, juste assez pour que ça fonctionne, j'ai l'impression. Parce que si tu l'as pas, cette distance-là, elle est difficile à trouver. Mais c'est vrai que sur les poussières de Daesh, il y a un témoignage de Leila qui est absolument extraordinaire, bouleversant, intime, qui a une force, alors peut-être parce qu'elle est au creux de notre oreille, qui a une force qu'il n'y a pas en effet dans le documentaire Les poussières de Daesh. Elle a une présence incroyable, à l'image, elle a une présence incroyable, etc. Mais ce témoignage qu'il y a à la fin des poussières de Daesh, il est absolument somptueux. Et j'imagine que si vous l'avez comme ça, parce que vous ne pouviez... De toute façon, sur le film, vous n'auriez pas pu la voir, puisque c'est un message vocal qu'elle laisse. Absolument. Exact. Oui, donc et puis ouais. C'est un peu ça, c'était une idée qu'on avait. On le répète tout le temps. Je pense que ça fait partie d'une des grandes qualités du podcast comme médium. L'intimité du micro ou de l'enregistreuse n'est pas la même. Léla a enregistré ça absolument seule. Et il est pratiquement impossible de faire la même chose s'il y a une caméra qui doit être opérée. Et donc, d'emblée, le podcast permet cette intimité que la caméra tue, j'ai envie de dire. Et aussi, j'ai envie de dire, l'instantanéité, parce que Leila, on avait discuté avec Leila de la possibilité qu'elle nous fasse part de ses états d'âme à nous, mais qu'elle le fasse de la manière la plus intime et la plus sentie, la plus naturelle possible. Mais on la laisse avec cette idée-là. Et un jour, on reçoit son message. Et donc, c'est elle qui, à un moment donné, a décidé que là, elle allait enregistrer un message. Et donc, cette instantanéité-là aurait été encore une fois tuée par l'idée d'appeler un caméraman pour venir tourner la scène. Il y a quelque chose d'organique dans le fait de pouvoir enregistrer l'émotion du moment et une instantanéité qui n'est pas disponible en mode de production documentaire, télé ou caméra. Alors, ça, c'était dans le deuxième podcast. Donc, dans le podcast Théo Youssef, alors c'est vrai qu'on l'a évoqué un petit peu en début de notre conversation, mais c'est un vrai document sur le travail du producteur, sur le travail du réalisateur,
et surtout sur tout ce cheminement que vous faites, ces questionnements, ces doutes et ces choix. Est-ce que ça a été... est-ce que vous avez eu une petite inquiétude à un moment de livrer justement tout ça, ou est-ce qu'au contraire c'était une opportunité d'expliquer votre démarche à votre public? Je ne sais pas dans quel ordre après les gens aujourd'hui reçoivent les choses. Est-ce que vous vous êtes posé des questions en disant est-ce qu'il faut qu'on laisse ça ou pas? Est-ce que il y a des par exemple, je sais qu'à un moment donné, je crois que c'est Mathieu qui dit vous posez des questions en fait sur vos métiers et vous expliquez, et qui dit le métier de producteur, c'est travailler en coulisses pour s'assurer que tout se passe bien, pour ne pas que le réalisateur parte sur un trip d'acide créatif, j'ai bien aimé ça, et que le producteur, en fait, c'est un marionnettiste qui tient les fils pour que le pantin marche droit. Je ne sais pas si Gabriel a apprécié l'analogie du pantin. Non, non, mais en fait, c'est surtout que... non, c'était mon idée. J'ai apprécié le... Non, mais c'est mon... Non, mais en fait, c'est Mathieu qui l'avait... C'est Mathieu qui décrivait son propre travail, mais après ça, moi, on a eu l'idée avec... Je sais pas si c'est Cédric ou c'est moi, mais d'essayer d'imaginer ça de façon sonore, avec des cordes d'une marionnette ou de... Je sais pas si on dit... C'est comme tu tiens un cheval, je me souviens pas comment on le dit, mais au niveau sonore, tu sais, Cédric, qui est breton, soit dit en passant, je sais pas s'il y a des bretons mais il y a une grande harpe dans son bureau, parce qu'il joue de la harpe. Il a appris de la harpe au secondaire. Fait qu'il est venu tout de suite, il a pris son enregistreur, il s'est mis à gratter sur les cordes pour symboliser le travail de Mathieu. Mais non, mais moi je trouvais que c'est justement un beau moment, c'était une belle façon de présenter le travail de Mathieu. Mais c'est les deux aussi. C'est-à-dire que je ne vois pas d'opposition entre le questionnement, est-ce qu'on devrait dire ça, est-ce qu'on devrait aller là, puis la possibilité de montrer quelque chose que les gens ne connaissent pas. Parce que la question, est-ce qu'on devrait dire ça? Est-ce qu'on devrait garder ça? Est-ce qu'on devrait aller là? C'est posé de nombreuses fois. Mais je pense qu'à cette question-là, on répondait justement parce que ça participe à l'authenticité de notre démarche. À savoir qu'on se posait... Je pense qu'on pouvait même se poser la question et le dire qu'on se posait la question, est-ce qu'on devrait aller là? Parce que ça participait à l'authenticité de notre démarche. Et en fait, c'est l'angle de notre projet. C'est l'angle de notre projet, c'est le doute, je crois. C'est un angle important dans l'épisode 1. On présente un peu notre histoire, mais ça se termine avec moi qui appelle ma blonde, qui dit comment je vais... le grand doute de dire est-ce qu'on dit ça, est-ce qu'on dit pas ça? Oui, il y avait par rapport à ce qu'on fait comme métier, mais tu sais, c'était tellement chaud les tensions entre les communautés culturelles qu'on avait peur de parler d'un musulman, encore une fois, des musulmans terroristes. On se demandait, on va-tu là, on va-tu jeter de l'huile sur le feu? Est-ce que Raed, même Raed, qui est notre porteur de ballon, il y a eu beaucoup de craintes à savoir qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il y avait des risques pour sa famille. Tu sais, c'est une époque, c'est drôle, ça m'apparaît comme il était décennie, mais c'est une époque où les gens avaient encore très peur de Daesh. Comme on ne savait pas, il y avait des attentats qui se faisaient au Québec, il y en a eu à l'étranger, il y en a eu en France, il y en a eu en Belgique, à peu près au même moment où on faisait notre projet. Puis, tu sais, on était très, très... à chaque moment de la production de ce film et de ce podcast-là, on avait peur de la réaction jusqu'à la... Puis, tu sais, tragiquement, je ne sais pas comment ça va être, comment le dire, mais de façon tragique, on avait le shape comme ça avant la semaine de la diffusion, puis c'est une semaine où il y a eu une grande tragédie au Québec, parce qu'il y a un jeune Québécois qui a fait un massacre dans une mosquée de Québec. Et c'était 7 jours littéralement avant la sortie du film. Alors là, on s'est encore une fois, je me souviens pas si on s'est dit tout de suite, ça va-tu nous tuer ou ça va nous aider ou ça va nous... C'est dégueulasse de le dire comme ça, mais Puis là, puis c'est drôle, mais à partir de cet événement-là, le fait d'avoir le point de vue de gens avec des questionnements nuancés, puis d'avoir aussi un portrait très nuancé d'un jeune Québécois d'origine marocaine, perçu comme un terroriste, tout le monde l'a bien reçu
un peu à cause de ces circonstances-là. C'est comme si les gens avaient un petit peu plus soif de nuances, puis que les questionnements, puis les doutes étaient vraiment le bienvenu, tu sais. Fait que c'est particulier à dire, mais les circonstances ont fait en sorte que les grandes craintes, en tout cas que moi j'avais, ne se sont pas matérialisées. Mais le fait d'avoir pu l'expliquer justement en amont et dans le podcast, c'est-à-dire au début du podcast, le fait de pouvoir expliquer votre démarche, vos craintes... C'était pas innocent. On le faisait en se disant, regardez aussi, de commencer à dire on va se mettre en scène dans un podcast où d'emblée on se montre dans un état de doute. On s'achète de cette manière-là aussi une petite sécurité, de dire regardez là, on va faire de notre mieux là, mais on va vous raconter l'histoire de nos doutes et de comment on essaie de faire la bonne affaire là-dedans. Mais on le dit tout de suite qu'on n'est pas trop, qu'on est en terrain inconnu. Fait que ça nous permettait d'être libre dans nos propos parce qu'on se disait, regardez, je veux pas que tu m'en veuilles si je me mets le pied dans la bouche, là, tu sais. Finalement, le podcast, il a aidé le doc. Oui, je pense que oui. Oui. Ben, moi, je pense que le podcast, en tout cas, il nous permettait à la limite, d'établir clairement nos intentions qui étaient honnêtes, qui étaient honnêtes, puis qui étaient nuancées, tu sais. Je pense que je sais pas, Mathieu, qu'est-ce que tu penses, là? Ben, certainement aussi que certaines personnes ont consommé le podcast sans connaître le film et ont ensuite eu envie d'écouter le film. L'inverse est aussi... Il y avait toutes sortes de façons de... C'est une écoute à géométrie variable, mais les deux ont contribué à populariser l'autre. Chacun a contribué à populariser l'autre. Puis effectivement, ce qu'on documente dans le podcast, je pense, explique la qualité des nuances dans le film aussi. C'est-à-dire que ça a été littéralement 1 an et demi d'une part de recherche, bien entendu, mais de questionnement, d'hésitation. On a passé des semaines à préparer des rencontres avec des gens qu'on voulait avoir dans le film pour s'assurer qu'on le fasse bien. Et donc, ça, on le documente dans le podcast, mais ça explique pourquoi Leila est dans le film. Donc, oui, effectivement. Quelle a été votre stratégie de diffusion et de communication? Évidemment, ça n'est pas que notre stratégie, mais l'idée dans TU Youssef était de, je veux dire, pour utiliser un mot pas très français, teaser ou préparer les téléspectateurs à la diffusion du film en diffusant 3 épisodes du podcast. Avant le film, hein? C'est ça avant le film, c'est ça. Avant le film, mais quelques jours avant le film. D'accord. Et le lendemain ou le soir même de la diffusion du film, le reste du podcast, ou à peu près, je pense qu'on avait gardé aussi un épisode pour la toute fin. Parce qu'on pour un espèce de réaction après la diffusion. Ouais. Alors voilà, 3 épisodes du podcast quelques jours avant la diffusion du film. La diffusion du film et au même moment, on rendait disponible 4 autres épisodes du podcast. Et je pense presque 1 mois plus tard, le dernier épisode, qui devait nous permettre de faire le bilan, en fait, de ce qu'on avait vécu après la diffusion. Donc, la réception du film, une sorte d'épilogue. Donc, ça c'était pour TU Youssef. Je pense que pour les poussières de Daesh, c'était pratiquement simultané. L'idée étant que si l'un découvrait le podcast, il serait intéressé à aller écouter le film. Et autre stratégie, si quelqu'un écoutait le film, à même le film, on annonçait ou on faisait la promotion du podcast. Donc, à 2 moments dans le film, on disait, si vous voulez en savoir plus sur la démarche, vous pouvez aller écouter le podcast sur les plateformes. Donc, on tenait à ce que l'un promeuve l'autre. Ça, c'était évident. Mais pour ce qui est de la diffusion, c'était grosso modo simultané. Mais c'est même pas. Mais ça, c'est un truc.
ce qui est intéressant, à la fin de Poussière de Daesh, je pense qu'on évoque quelque chose. C'est ça qui était le fun aussi, parce que le podcast te permet d'être encore plus proche de l'actualité, si on veut. Là. Mais, on terminait, nous, quand on a dit finir un film, ça prend du temps. Le moment où tu finis ton film, ça fait longtemps que tu as fini de le tourner. Puis, il y avait eu des développements avec des personnages, puis on s'était servi justement de la fin du film pour envoyer vers le podcast où il y avait la suite du destin d'une des personnages qu'on avait croisés dans le film. Fait que c'est pour ça que les outils, en fait, le podcast, c'est un outil intéressant. T'sais, on l'a vu dans TOUCF, ça peut nous permettre de préparer un peu le terrain pour faire un espèce de une bande-annonce un peu qui n'en est pas une, là, peut-être une bande-annonce un petit peu plus élaborée. Puis par la suite, ça vient peut-être même continuer l'histoire là où le film a dû la laisser. Fait que ça, c'est quand même intéressant, mais... Si mon souvenir est bon, dans le cas de TOUCF, on avait diffusé 3 épisodes du podcast et le dernier épisode du podcast montrait tellement de difficultés à rencontrer les gens dont on aurait besoin pour avoir un film qui se tenait. On avait tellement de difficultés qu'à la fin du 3e épisode du podcast, on se posait la question légitime, serons-nous même capables d'en faire un film? Et le film était diffusé le soir même. Donc, il y avait une espèce de petite blague de notre part parce qu'à un certain moment donné, on a vraiment craint pour la qualité du film. Et nous, par volonté d'authenticité, on voulait absolument le raconter dans le podcast. Mais ça fait du suspense, hein? Il y a du suspense, il y a des cliffhangers dans la série de podcasts quand même qui étaient... Absolument, puis on y tenait. Ça, c'était peut-être quelque chose qui était fait le plus sciemment, à savoir qu'en écriture, comme disait Gabriel, c'était très artisanal. Certainement jamais, je pense, qu'on a eu les 8 épisodes écrits pour prendre un recul. Mais par contre, quand on écrivait un épisode, puis Cédric contribuait énormément à cette phase, on avait toujours la réflexion de qu'est-ce qui va nous donner envie de retourner écouter le prochain. Donc oui, on voulait avoir une trame narrative forte avec des cliffhangers comme serons-nous capables de faire un film? Sommes-nous écoutés par la police? Qu'adviendra-t-il de Gabriel en Turquie? Je ne sais trop. Mais par rapport à... Vas-y, non, excuse-moi, vas-y. Juste une question. Est-ce que vous avez des chiffres des audiences du podcast et des documentaires? Qu'est-ce qui a eu la plus grande audience? C'est assez similaire. C'est assez similaire et on va être bien honnête, c'est assez modeste aussi. Si on compare à des émissions de variété, par exemple à la télé. Mais on est une population de 8 millions d'habitants au Québec et il y a 150 000 personnes qui écoutent le film et environ 122 000 qui écoutent le podcast. Donc, c'est assez semblable, en fait. Mais c'est ça qui est, mais c'est ça que j'allais dire, en fait. C'est ça qui est la magie du podcast. C'est pour ça que moi, je suis un apôtre comme je dis, c'est pas facile de faire un podcast en même temps que le film, mais pour les jeunes qui ont de l'énergie, oui, faites-le. Mais non, mais ce qui est le fun, en fait, là, c'est que je sais pas c'est quoi le contexte des documentaristes qui peuvent être en train de nous écouter ou ceux qui fréquentent le festival, mais c'est sûr qu'au Québec, nous, on a la particularité, peut-être une des choses qu'on n'a pas dit, moi et Mathieu, c'est que quand on a fait TOUCF et les Poussières de Daesh, on travaillait pour un diffuseur public. Donc, une chaîne de télé qui s'appelle Télé-Québec. On a beaucoup de chance d'avoir ici, donc financer les deux. Bien, en tout cas, le financement, c'est une autre question, mais dis-moi que diffuser les deux, le podcast et le film. Après ça, on a la chance d'avoir ces films-là disponibles sur Internet pendant un certain temps. Des fois, ça va et ça vient pendant 5 ans. Des fois, les plateformes ne sont pas toujours fiables. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir accès au film. Le podcast, il est d'une consommation excessivement facile. Et c'est éternel. Il n'y a pas de licence comme telle. Tu le mets sur iTunes Podcast. Dans notre cas, c'est ça qu'on a fait. Il était aussi sur la plateforme du diffuseur public, qui était Télé-Québec, qui l'ont eu en exclusivité pendant quelques semaines. Mais moi, je me souviens que quand on a fait Poussière de Daesh, on était rendu à 170 000 TOUCF. On n'était plus à 122 000. Alors, il y a une pérennité dans le podcast
qui, à mon sens, va aussi... Là, je dis pas on n'est pas, on n'est pas rendu à 1 million de views sur TOUCF. Je dis pas non plus que ça va s'incarner, ça va s'incruster dans la culture populaire mondiale d'un matin. Mais ça assure certainement, à mon avis, quand il y a un minimum de succès à la base pour faire un effet de bouche à oreille, c'est que ces produits-là ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et je crois que le podcast a une durée de vie beaucoup plus longue. C'est fou, là. Je reçois des messages encore aujourd'hui de dire « Hey, j'ai écouté TOUCF. » Là, je ne dis pas que j'en reçois pas 25 par année. J'en reçois un, mais un par année, je me dis, ben c'est encore en vie cette histoire-là. Puis ça... je veux juste dire, pour compléter ce que tu dis, Gabriel, que le FIFO nous a écrit en nous disant oui. Nous avons découvert le podcast. Je sais comme le film a été tourné en 2016, diffusé en 2000, ça fait déjà un certain temps, et le podcast est encore vivant d'une manière ou d'une autre, découvert encore à ce jour. Mais découvert grâce au podcast. Oui. Corrigez-moi si je me trompe, mais le FIFO n'a pas découvert le film, a découvert le podcast qui l'a envoyé vers le film. Tout à Alors fait. voici, quelle belle boucle de boucler. Et ce qu'on peut dire, c'est que le podcast se suffit aussi à lui-même. On peut les regarder complètement indépendamment et je pense que les gens peuvent avoir écouté le podcast sans voir le film et vice-versa. C'est-à-dire que ce sont deux objets qui se complètent mais qui en même temps qui se suffisent à eux-mêmes. Absolument. Cédric serait très content d'entendre que le podcast peut vivre seul parce que c'est une de ses volontés en fait, de ne pas être à la remorque du film, mais de proposer un contenu fermé, début, milieu, fin, qui effectivement s'écoute tout seul. Alors, c'est très important, je pense, si quelqu'un, ça les intéresse, cette pratique-là, c'est de s'assurer que le podcast se consomme tout seul. Il va avoir une meilleure... ça va être plus une traînée de poudre qu'un cercle plutôt restreint. Il faut surtout faut éviter les redites entre le film et le podcast. Et il faut idéalement que ces deux objets-là vivent séparément. Je pense que c'est les deux règles d'or à essayer du moins à mettre en place. Ce n'est pas toujours simple, mais à essayer de mettre en place. Alors aujourd'hui, dans votre pratique documentaire, quand on voit ce que le podcast peut apporter au film, là on est dans un festival de films et c'est vrai que si on a voulu aussi avoir cette conversation, c'est parce qu'on s'est rendu compte de ce que ça pouvait apporter à un film aux différents niveaux qu'on a vus, aussi bien d'expliquer le cheminement, c'est-à-dire d'avoir peut-être parfois de combler la frustration qu'il peut y avoir à faire des choix pour un documentariste et du coup ça nous donne un peu plus d'espace et un plus grand espace pour dire ce qu'on n'a pas pu dire dans le film, avoir cet espace-là, c'est assez extraordinaire et en plus ça prolonge la vie du film. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à, dans votre pratique et dans l'avenir, je sais que vous avez déjà un 3e film avec encore un podcast. Est-ce que ça va être quelque chose, une tentation qui va se reproduire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez un film sans podcast? Est-ce que vous aurez envie de faire des podcasts à chacun de vos films? L'énergie aussi, peut-être? Je le vois dans les yeux de Gabriel. Ce qui nous vient à l'esprit quand vous nous posez la question, c'est les souvenirs de l'extraordinaire quantité d'énergie que ça nous prend pour parvenir à nos fins. Et donc, je pense que Gabriel l'a bien dit, le podcast si le podcast peut se consommer indépendamment du film, c'est aussi que le podcast doit se créer indépendamment du film. Donc, c'est le double du travail, j'ai envie de dire. Et donc, si vous nous demandez est-ce que le podcast est un bel outil ou un beau complément au film, et est-ce qu'on va toujours considérer ça? Oui, puis pour reprendre ce que Gabriel disait, il y a eu toutes sortes d'autres options de complément à un film, et il nous a tous semblé que le podcast était le complément le plus pertinent qu'on connaisse. Par contre, à cause de l'énergie énorme que ça demande, on y pense à deux fois, surtout en mode télévisuel, j'ai envie de dire, parce que en mode télévisuel, les calendriers sont très serrés. Donc, on a besoin du film à telle date, et puis quand on arrive à 3 mois avant la livraison du film, OK, maintenant, il faudrait faire un podcast. Et là, on est fatigué, donc c'est un outil extraordinaire, mais on y pense à deux fois par rapport à l'énergie que ça demande. Puis
Je pense que Gabriel doit penser à la même chose. Moi, j'ai le goût de vous dire que il y a deux choses. En fait, c'est que nous, quand on a commencé à faire ça, en tout cas, de faire un podcast et un film au Québec, je pense qu'on était parmi les premiers à l'avoir fait. Puis on n'était pas le premier podcast, mais en documentaire, de façon indépendante, avec Télé-Québec, on a été parmi peut-être les premiers, là, je dirais. Là. Mais ça s'est beaucoup développé ici au Québec depuis. Nous, on a continué à en faire. Mais vous savez, nous, on s'est donné un peu l'espèce de gros challenge de faire une série documentaire narrative, sérialisée, en même temps qu'un film. Mais il y a beaucoup d'autres façons qui ont été déclinées de joindre podcast et produits audiovisuels. Au Québec, il y a des gens qui se sont essayés et qui ont très bien réussi à faire des produits des produits complémentaires, documentaires avec podcast, que ce soit des épisodes plus autour de discussions, que ce soit des podcasts avec beaucoup plus courts, avec des sujets très ciblés. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être une série. Parce qu'une série narrative sérialisée sur 8 épisodes, c'est gros. On peut faire un podcast plus simple. On peut faire un podcast tout aussi percutant. Nous, on a pris un peu la voie qui nous était naturelle, qui était le documentaire, parce qu'on est des documentaristes. Mais là, je ne peux pas vous en citer, ça ne me vient pas en tête, mais il y a eu beaucoup d'exemples au Québec, en tout cas, parce qu'au Québec, depuis 5 ans, ça a beaucoup fleuri, les podcasts. Fait que c'est pas... j'ai pas le goût de finir ça en disant j'en ferai plus de podcasts en même temps que produit de documentaire. J'ai le goût de dire que si j'en faisais un autre demain matin, j'explorerais peut-être d'autres façons de le faire. Pas nécessairement plus simple pour être plus simple, mais pour explorer d'autres genres d'avenues. Parce que c'est ça, le podcast, c'est la liberté absolue. C'est la page blanche qui peut être angoissante, mais qui offre tellement de possibilités. J'ai une petite dernière question et après il y aura peut-être une question dans la salle. Parce que nous avons un créateur de podcast qui est avec nous. Comment est-ce que ça se... Et là je m'adresse au producteur. Comment ça se finance un podcast? Est-ce que vous avez pris la création du podcast sur le budget de la production du film? Comment est-ce que ça se finance? C'est probablement une réalité qui est très québécoise, ou j'ai envie de dire canadienne. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est la télé publique, c'est-à-dire les institutions publiques financent généreusement la télé au Québec, mais pas le contenu audio. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non, le budget du podcast n'est pas à même le budget du film. Ce sont deux budgets distincts. Cela dit, le podcast représente peut-être 15 ou 20% du budget du film. Donc, on avait beaucoup moins de budget pour faire le podcast, mais c'était correct. Et la troisième chose qui est typiquement canadienne, c'est ce que Gabriel évoque, à savoir ce qu'on appelle ici le volet convergent. C'est-à-dire que quand une institution publique, donc un organisme qui finance les produits audiovisuels comme le documentaire, quand il finance un film, par exemple, il existe des enveloppes complémentaires qui servent à créer des volets convergents qui, pendant des années, ont été des sites web que personne n'allait voir. Et puis aujourd'hui, nous, on a dit, on va prendre cet argent-là et plutôt que de créer un site web qui nous paraissait moins pérenne et tout ça, on va créer un podcast avec. Donc, c'est une enveloppe complémentaire, beaucoup plus petite que celle du film, qui nous permet de faire les deux en même temps, mais on joue en tant que producteur, par exemple, avec la recherche. Il y avait tant de recherche pour le film que cette recherche-là pouvait servir aussi au podcast. Donc, il y a des zones de contact, il y a des vases communicants entre les deux. D'accord. Et moi, si je peux me permettre, c'est sûr que j'aurais pas pu vivre aussi longtemps, mettons, sur le salaire du podcast, mais j'aurais pas pu vivre, non. Mettons, c'est eu 1 an et demi l'aventure TVUCF. Un petit peu moins, je pense, pour ça Daesh, tu me corrigeras, Mathieu, mais peut-être pas. Avec un salaire de documentariste, on sait, tu fais pas des millions avec ça. Mais moi, quand même, c'est beaucoup d'efforts, mais de joindre podcast, petit financement qui vient du numérique et financement qui vient du documentaire lui-même,
moi, ça me donnait, là, je vais dire un chiffre au hasard, je pense que ça me donne 6 mois de plus, globalement, à passer sur mon sujet. Fait que c'est pas négligeable, c'est 6 mois de plus à y réfléchir, à faire de la recherche, de 6 mois à entretenir tes contacts, à les développer, à les approfondir. Et là, je veux juste ouvrir une parenthèse, mais au Québec, quand on a fait TOUNICEF, on était rendu à 80% du podcast et les lois étaient faites la réglementation était faite pour que l'argent qu'on voulait servir pour faire le podcast ne servait pas à faire les podcasts, il fallait une plateforme. Il menaçait, Mathieu, là, il ne dit pas, là, mais je vais le dire pour assez drôle. Il menaçait de ne pas nous payer notre financement parce qu'il n'y avait pas de site web que personne n'était. Il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de vidéo. Alors Mathieu, en un week-end, a créé un site web pour avoir le financement pour nos 8 épisodes de demi-heure. Et après TOUNICEF est devenu un outil pour convaincre le Fonds des médias du Canada, pour le nommer, de commencer à financer les volets convergents strictement audio, ce qui n'était pas le cas avant l'existence de TOUNICEF. Donc moi, j'avais dû créer un site web pour répondre aux normes du FMC, et ensuite, on a fait changer les normes du FMC avec notre proposition. Je voudrais qu'on finisse avec que vous nous donniez chacun un conseil, une astuce pour les réalisateurs et producteurs qui souhaitent se lancer et faire un podcast pour leur film. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire ou de ne pas faire, ceci dit? De ne pas le faire parce que c'est à la mode. Je pense que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça demande beaucoup d'énergie. Mais par contre, j'ai envie de dire de se laisser surprendre par ce qui se passe à côté du film et d'avoir l'intuition que ça pourrait intéresser des gens, parce que c'est ce qui nous a le plus frappé c'est l'intuition de Gabriel qu'on a testé en fait, et puis et moi je retiens ça. Des fois je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens qu'on parle tant de nous? Puis finalement c'était pas que sur nous, et ça a intéressé énormément les gens. La vérité c'est qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils ont préféré le podcast au film, alors qu'au départ il ne devait pas y avoir de podcast et seulement un film. Donc, on le prend comme une sorte de compliment. Mais donc le faire parce qu'il y a une pertinence, en fait. Pas le faire parce que ça s'appelle un podcast et que tout le monde en parle, mais parce qu'il y a une pertinence à ce média. Moi, je compléterais avec ce que Mathieu vient de dire, parce que dès que tu décides de faire un tant soit peu quelque chose qui peut ressembler à un making-of ou qui se concentre sur ton expérience personnelle et que c'est toi qui portes le truc, tu risques de tomber dans le piège de te parler à toi-même. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut trouver une façon de rendre ça universel puis de donner la chance à ton public de se reconnaître là-dedans. Puis c'est en te donnant des thématiques qui vont au-delà de toi, puis de te motiver à avoir des réflexions qui sont personnelles, qui sont intimes, mais qui sont basées sur le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce serait mon conseil. Mais faites-le, puis je vous encourage à le faire. Puis c'est drôle parce que ça fait longtemps que j'ai fait des podcasts, puis là j'en parle avec vous. C'est parmi mes plus belles expériences documentaires, c'est ce podcast, parce que la légèreté, tu sais, il y a 90% là, je le fais plus comme ça, mais 90% de TOUNICEF est fait avec un cellulaire. J'ai fait d'autres podcasts dans des endroits replis où est-ce que pas l'autonomie, mais l'identité des gens va être cachée. C'est facile en podcast. Les gens t'oublient avec un podcast. Moi, j'ai fait des podcasts en mettant des micros sans fil à des gens. Puis moi, j'étais à côté avec mon enregistreur dans ma poche. Pour moi, c'est un niveau supérieur de documentaire qui te permet d'atteindre encore plus l'âme de tes personnages. Puis c'est une expérience que je souhaite à toute personne qui a l'ambition de faire des documentaires. Eh bien, on va rester là-dessus, sur l'âme. C'est très beau de finir sur cette notion-là. Merci pour toute l'âme que vous avez mis, vous, dans ce documentaire. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler et de partager
avec nous cette expérience qui était très enrichissante pour tout le monde. Et j'invite donc tous ceux qui nous regardent là à aller écouter Théo Youssef, Les Poussières de Daesh, et à regarder les films aussi. Les Poussières de Daesh est visible sur la plateforme du FIFO. Théo Youssef, où est-ce qu'on peut le voir pour ceux qui souhaitent? C'est possible encore? Il est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, parce que les droits sont TV5 Monde a une licence de diffusion, mais je ne sais pas si c'est encore en rotation. Peut-être qu'un jour ce sera disponible sur YouTube, mais pour le moment, non. En tous les cas, avec ou sans film, j'invite tout le monde à aller écouter les podcasts parce que ça, c'est tout à fait possible. Ben moi, je me ferai taper sur les doigts, là. Mais s'il y a des gens très motivés qui écoutent le podcast, qui sont assez motivés pour trouver mon courriel et réussir à m'écrire, je lui envoie. Oh, formidable! On fait des films pour qu'ils soient vus, puis cette histoire de licence, là, je les comprends, mais bref, alors, mais il faut travailler. Trouvez-moi. On va les laisser chercher. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va arrêter l'enregistrement là. Mais ne partez pas tout de suite.